Bonjour à tous. Bienvenue pour cette troisième conférence du cycle Climex qui portera sur les migrations climatiques. Donc une conférence assez ambitieuse, sachant qu'on a seulement 1 heure et demie pour traiter d'un sujet qui, vous le verrez, porte bien son nom. La conférence s'intitule « La crise du siècle ». Alors d'aucuns diront que le changement climatique ne s'arrêtera probablement pas en 2100, vu comment c'est parti. Du coup, on pourrait très bien penser que les migrations climatiques, c'est clairement la crise du millénaire. Toute la question étant de savoir si, en 2100, il restera encore des populations à déplacer. Les chiffres des migrations climatiques sont assez pessimistes. Je pense que vous en avez vu passer pas mal. En 2017, par exemple, nous en comptions 40 millions à travers le monde, 2 fois plus qu'en 2016. Donc on est sur une tendance qui vraiment s'accélère. Je pense que vous avez vu passer ces chiffres, notamment de la Banque mondiale, qui nous dit qu'en 2050, nous aurons 243 millions de réfugiés climatiques à travers le monde, là où l'ONU nous dit 250 millions, et l'IPBES, donc le GIEC du climat, va jusqu'à 700 millions de réfugiés climatiques. Donc une tendance qui s'accélère. Alors il faut savoir que 95% de ces migrations se font en réalité au sein d'un même État et que les 5% restants se font à l'échelle régionale, voire intercontinentale. Mais ce taux a tendance à augmenter du fait notamment de la déstabilisation des pays de départ, puisque évidemment ce sont généralement les pays les moins responsables du changement climatique qui en subissent le plus les conséquences. On a cette très bonne donnée de Oxfam qui nous révélait que les populations des pays du Sud, des pays pauvres, ont 5 fois plus de chances de migrer pendant un événement climatique brutal que les populations des pays du Nord. Et toute la question, c'est de savoir comment définir justement un migrant climatique, puisque c'est... de quoi parle-t-on ? On observe que depuis maintenant 10 ans, les catastrophes naturelles sont le premier facteur de migration devant les guerres, mis à part les migrations économiques. Mais toutes les catastrophes naturelles ne sont pas dues au changement climatique et certaines guerres le sont. On peut prendre par exemple le Darfour ou les tensions interethniques au Sahel, autour du lac Tchad par exemple. Vous n'êtes certainement pas sans savoir non plus que la guerre en Syrie a commencé à l'occasion de répression de manifestations qui dénonçaient la mauvaise gestion de l'eau, en particulier parce que la Syrie a vécu une crise hydrique assez forte à partir de 2007, une crise hydrique qui continue à frapper le Moyen-Orient, l'Iran et l'Irak qui sont particulièrement sujettes. Et on a notamment un rapport du Conseil de sécurité de l'ONU qui est sorti il y a quelques jours et qui nous dit qu'à cause de ces sécheresses en Irak, l'État islamique pourrait revenir. Donc, est-ce que les populations qui fuient ce type de conflit sont des réfugiés de guerre ou des réfugiés climatiques ? Première question, évidemment, quand on parle de changement climatique, on imagine très bien la sécheresse, les inondations, les épisodes extrêmes, la désertification, la destruction des sols agricoles, qui mettent évidemment des millions de paysans sur les routes. Il faut savoir que, par exemple, la moitié des Africains dépendent directement de l'agriculture vivrière. Mais un paysan subsaharien qui irait, par exemple, à la suite d'une destruction de ses récoltes par une sécheresse ou une inondation, qui irait s'installer en ville, premièrement, qui n'y trouverait pas de travail puisque les taux de chômage sont très élevés, et qui déciderait ensuite de partir vers l'Europe, est-ce un migrant économique ou un migrant climatique ? Vous voyez qu'on a une difficulté ontologique, disons, à qualifier ce qu'est un migrant climatique. Alors, toute la question, c'est quel statut juridique, quelle convention pour encadrer cette nouvelle réalité ? Une question épineuse qu'on va tâcher d'aborder avec notre panel, qui présente des profils extrêmement complémentaires. Donc, je pense que cette conférence sera très intéressante. Je vais commencer par vous poser une question. Alors, Madame Catherine Witold de Weden, alors vous êtes directrice de recherche au CNRS spécialisée sur les migrations. Vous êtes aussi professeur
et conseillère spéciale pour des organisations internationales telles que l'OCDE, voilà, de temps en temps, et surtout le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Et à ce titre, vous allez nous dresser un tableau de quels sont les flux de migration aujourd'hui. Donc je vous en prie. Merci en tous les cas de m'inviter à vos travaux. Alors tout d'abord, les flux à l'échelle mondiale, enfin les personnes qui bougent, migration internationale, comme on le dit, c'est 260 millions de personnes aujourd'hui, selon le rapport de l'ONU de 2017, à l'échelle de la planète. Ce n'est pas beaucoup. En réalité, c'est 3,5% de la population mondiale. En 1900, il y avait 5% de la population mondiale qui étaient des migrants. Ce n'étaient pas les mêmes. C'était plutôt des Européens qui allaient à travers le monde pour peupler des nouveaux territoires, pour la colonisation, pour le commerce, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt une migration donc, qui vient, comme on l'a dit, de pays du Sud vers des pays du Sud, mais aussi de pays du Sud vers les pays du Nord, dont on ne fait que parler. On oublie souvent les migrations Sud-Sud, qui sont aujourd'hui aussi importantes que les migrations Sud-Nord. À l'intérieur de ces migrations internationales, on a essentiellement une migration de travail à l'échelle mondiale. Ça n'est pas vrai pour l'Europe, puisque l'essentiel des flux en Europe, c'est des migrations de regroupement familial, d'ailleurs comme aux États-Unis, et des migrations de réfugiés. Aujourd'hui, depuis ce qu'on a appelé la crise de 2015, mais l'Europe a déjà beaucoup accueilli de réfugiés dans le passé. Et puis, les déplacés environnementaux, dans tout cela, ils représentent une toute petite partie, parce que, comme on l'a dit, l'essentiel des déplacés environnementaux, qui sont les gens souvent les plus pauvres parmi les migrants, ils vont pas loin. Donc l'essentiel, ce sont des migrations internes dans leur propre pays, suite à toute une série de causes que l'on a énumérées. On a parlé de la désertification, la montée des eaux, les catastrophes naturelles du genre cyclone, tornade, éruption volcanique, tremblement de terre, désertification, etc. Donc des causes très diverses dans le monde, mais surtout au sud du monde, même si c'est le Nord qui est souvent tenu responsable du dérèglement climatique. Et une petite partie, aujourd'hui on dit entre 42 millions, 50 millions de déplacés environnementaux. On ne sait pas très bien parce que la définition, comme ça a été dit, est très floue. Une petite partie, 17, 20 millions, sont des migrants internationaux, c'est-à-dire des gens qui traversent des frontières et qui sont nés dans un pays, qui vivent dans un autre pays. Donc à peu près une vingtaine de millions sur 260 millions de migrants internationaux sont des déplacés environnementaux qui ont traversé une frontière pour trouver une protection. La difficulté, c'est que, comme ce sont les plus pauvres, en général, ils n'ont pas de statut. Et les déplacés environnementaux ont la caractéristique de n'avoir aucun statut à l'échelle mondiale. Après toute une série de débats, de conférences qui ont eu lieu d'abord à Genève en 2011, il a été défini que ces déplacés environnementaux, c'était surtout des migrations régionales, ce qui est vrai, dans leur pays ou dans le pays d'à côté. Donc, ce n'était pas la peine d'avoir un statut mondial pour ces personnes sur lesquelles on discute et parfois on refuse la catégorie de réfugiés parce qu'on considère qu'ils ne sont pas persécutés individuellement, ce qui est la définition du réfugié de la Convention de Genève. Donc, on s'est dit qu'il fallait leur donner un statut régional. Comme ce sont des gens qui viennent du Sud, beaucoup de pays du Sud n'ont pas signé toute une série d'accords concernant les droits des migrants, donc ils en auront encore moins pour les déplacés environnementaux. Et donc il y aura des inégalités encore plus grandes entre les déplacés environnementaux du Nord, il y en a peu, mais il y en a quelques-uns, par exemple les îles Héliéniennes entre l'Allemagne et le Danemark, et puis les réfugiés, les déplacés, qui sont aussi des réfugiés, souvent du Sud, qui viennent de régions les plus pauvres. On a évoqué le Sahel, le Tchad et quelques autres régions du monde, le Bangladesh, etc. Donc en fait, pas de statut à l'échelle mondiale. Le HCR a considéré que ce n'étaient pas des réfugiés et ce sont des populations souvent en errance chez eux, dans leur pays, ou très mal acceptées, même si c'est un peu disons, une solidarité locale qui peut les faire accepter dans le pays d'à côté. Donc leur statut est extrêmement précaire et on ne sait pas très bien d'ailleurs qui ils sont parce que certains
peuvent être des réfugiés en disant finalement je suis victime de mon pays qui ne fait rien pour endiguer la catastrophe dans laquelle nous vivons. D'autres ont décidé volontairement, c'est tout le débat, est-ce que ce sont des migrants volontaires ou forcés? Et c'est toute la définition de la migration internationale. Et donc, en fait, pour l'instant, ils viennent grossir le lot des sans statut, des sans État, des sans papiers. Il ne faut pas oublier qu'on a 13 millions d'apatrides dans le monde, on a des tas de gens qui sont ce qu'on appelle des sans-papiers. Les déplacés environnementaux font partie de ces gens au statut parmi les plus précaires du monde. Alors là, il y a une carte donc, qui est extraite de mon atlas des migrations qui montre les grandes causes des déplacés environnementaux pour simplement dire que ce n'est pas uniquement des déplacés climatiques. C'est le changement climatique qui a provoqué cette catégorisation des réfugiés climatiques ou environnementaux, mais il y a beaucoup d'autres causes qui sont aussi vieilles que l'histoire du monde. Tremblement de terre de Lisbonne, le Dust Bowl aux États-Unis dont parle Steinbeck dans les raisins de la colère, qui a déplacé près de 3 millions de personnes à l'intérieur des États-Unis vers la Californie, et beaucoup d'autres éruptions volcaniques, Pompéi bien sûr, mais d'autres aussi. Donc ça fait partie aussi de l'histoire du monde, si j'ose dire. Hein. Le déluge, c'est dans la Bible. Donc en fait, c'est un phénomène qui n'est pas aussi récent. Ce qui est récent, c'est la catégorisation de ces gens comme déplacés environnementaux. On ne tombera pas plus bas. Merci. Éric Vaissy, vous dirigez l'association Terre et Océan qui fait un travail de médiation culturelle entre des scientifiques qui creusent surtout les questions environnementales et le grand public. Vous êtes par ailleurs spécialiste des fleuves. Vous avez beaucoup voyagé en Afrique de l'Ouest, en Asie du Sud, et observé les conséquences du changement climatique sur les fleuves, sur les cours d'eau, sur le cycle de l'eau. Et vous allez nous en dire un peu plus. Donc, quels sont les effets du changement climatique sur le cycle de l'eau et les sociétés qui en dépendent? Bien, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, pour cette question. Effectivement, moi, juste, j'interviens en tant que témoin et aussi médiateur scientifique, comme vous l'avez dit. Témoin, et juste, je recommence par une courbe d'ailleurs un petit peu complexe, peut-être, qui avait été extraite d'un rapport du GIEC, pas le dernier d'ailleurs, un précédent, mais juste pour rappeler que le réchauffement climatique, c'est d'abord l'atmosphère qui nous préoccupe essentiellement. Une atmosphère plus chaude va plus vite. Ça paraît assez basique. Donc ça augmente les risques. Et justement, cette courbe, fameuse courbe statistique dite de Gauss, elle est à la fois écrasée et déplacée vers la droite. C'est-à-dire qu'en gros, le changement climatique, ce n'est pas seulement un réchauffement, mais c'est une augmentation de la variabilité. Et la variabilité atmosphérique, ça se répercute donc sur la pluie, sur le cycle de l'eau, sur les rivières et les fleuves. Et effectivement, la population mondiale essentiellement vit autour des réseaux hydrographiques. Vous avez évoqué le Moyen-Orient et donc un des éléments de déclenchement, en tous les cas, des désordres, notamment en Syrie, mais ailleurs. Donc ces fleuves qui s'affaiblissent, dans lesquels aussi les aménagements ne sont peut-être pas non plus très bien sentis par rapport justement à ces évolutions, parce que je crois que globalement, nous, on est dans la médiation culturelle et je crois qu'on manque de culture environnementale à toutes les échelles, y compris politique d'ailleurs, dans nos pays, que ce soit, enfin, je pense que ça concerne à peu près tout le monde de ce point de vue-là. Paradoxalement, justement, on parlait du Bangladesh, je vais y revenir un petit peu, c'est des pays qui ont une conscience extraordinaire, beaucoup plus élevée finalement que chez nous, forcément, parce qu'ils sont aux premières loges, par rapport à cette mobilité environnementale. Parce que la première chose, on parle de mobilité évidemment des gens, mais d'abord l'environnement, de tout temps, a évolué, a été variable, mais encore une fois, le réchauffement climatique, c'est l'augmentation de la variabilité. Et parmi les zones de notre planète, il y a des zones qui sont un peu comme des frontières avancées du réchauffement, dans lesquelles c'est déjà à l'œuvre depuis 20, 30, 40 ans. On a parlé encore du Bangladesh, et on reviendrait peut-être à travers quelques images là sur le diapo, mais aussi le Sahel, quelques zones particulières, le lac Tchad, le delta intérieur du fleuve Niger, sont des zones qui de tout temps ont connu des variabilités, mais bon, une année l'autre, une autre non, comme disait Jean Ferrat, mais le problème c'est une année bonne et beaucoup 2, 3, 4, 5 années moins bonnes. Ce qui fait que les tensions naissent de là et au final, ça peut déplacer des gens et créer aussi des désordres d'ordre politique tout simplement. Et le Bangladesh est un bel exemple où
catastrophes climatiques ont eu des répercussions, ne serait-ce que la guerre de libération en 71 qui fait suite au cyclone de Bola qui a frappé très fort, ou quelques années plus tard d'ailleurs l'assassinat du président suite à une inondation catastrophique en 74. Donc voilà, c'est ces frontières avancées-là, effectivement, qui m'ont intéressé particulièrement ces dernières années et qui sont des endroits où justement c'est encore plus flagrant. Alors l'irrégularité de la zone sahélienne, on l'a déjà évoqué, on y reviendra. Pour ce qui est de l'Asie du Sud-Est, on est autour de ce qu'on appelle le troisième pôle, c'est-à-dire le Tibet, enfin en tous les cas la chaîne himalayenne et ses glaciers qui fondent et qui font que les crues, ça dépend des années encore une fois, la régularité n'est pas là forcément, mais sont parfois violentes. Et l'autre facteur aussi très important sur ces zones-là, et je parle surtout de l'Asie du Sud-Est et du Bangladesh en particulier, c'est qu'on est sur le pays le plus densément peuplé au monde et dans lequel forcément il y a aussi des sécheresses, tous les facteurs rentrent en jeu et se cumulent et parfois se cumulent pour les mêmes populations. Et donc on a de plus en plus de gens installés sur les zones particulièrement exposées, 5 millions d'habitants sur les îles de Jamuna, le Brahmapoutre, là-bas, et sur la zone plus basse, donc en aval, sur ce qu'on appelle les Sundarbans, beaucoup aussi d'habitants, et par exemple, les Rohingyas, certains ont été relogés, qui viennent de Birmanie, sur des zones très très risquées climatiquement. Donc on a ce double problème à la fois du risque qui s'accroît et de l'augmentation aussi de la population qui peut être exposée. Et comme vous l'avez dit, effectivement, il y a des migrations saisonnières qui rentrent. Dhaka, par exemple, la capitale du Bangladesh, on considère qu'il y a à peu près 200 000 habitants chaque année qui sont en plus, mais enfin il y en a une partie qui ne fait que passer quelques mois, le temps où dans leur village ou dans leur région, la période agricole est compliquée. Donc il y a ces migrations saisonnières qui permettent aux familles et aux villages de survivre en attendant que les choses s'améliorent ou pas. Donc effectivement, voilà, ces zones-là sont en avant-garde, mais pour l'objectif de 2 degrés, par exemple, de réchauffement, ces zones-là sont aussi des zones où on a déjà des réfugiés climatiques qui sont dans des situations très, très délicates, sans statut, vous l'avez dit, à la merci aussi d'employeurs peu recommandables. Et donc voilà, c'est toute une répercussion qui peut se faire au niveau socio-économique et en particulier, c'est vrai que ces zones sont emblématiques. L'autre élément aussi dont je voudrais témoigner, alors si on peut passer peut-être les diapos suivantes, c'est dans les zones littorales, ça c'est le delta intérieur du Niger, ça montre aussi la fragilité de ces milieux de vie dans lesquels, vous pouvez peut-être enchaîner sur les suivantes, dans lesquels justement la difficulté rend donc les populations parfois hostiles entre types de populations. Je pense aux éleveurs, aux agriculteurs. Suite à l'an passé, par exemple, il y a une année très sèche qui a posé des problèmes au cœur d'une région qui est secouée par d'autres désordres. Et puis pour ce qui est des zones littorales aussi, et c'est le cas à la suite d'un cyclone ou d'un typhon, effectivement, il y a les dégâts immédiats qui font que les gens sont chassés, leurs maisons sont détruites, etc. Donc il faut qu'ils n'ont plus rien, il faut qu'ils fuient. Mais il y a aussi la submersion par les eaux marines qui font que les terres se salinisent et les nappes d'eau se salinisent. Donc il y a un ancrage aussi du désordre à travers la salinisation des sols et des nappes phréatiques qui pose un problème à long terme. Et alors c'est vrai que les gens d'une génération, de la mienne par exemple, auront évidemment du mal à franchir le cap de quitter un continent ou même un pays. Par contre, les plus jeunes qui voient leurs parents galérer entre guillemets d'année en année avec cette variabilité, cette instabilité, auront sans doute plus de facilité ou en tous les cas plus d'intention d'aller plus loin. Vous aviez peut-être des photos à nous montrer rapidement ? Voilà, il y a quelques illustrations. Alors justement, le calendrier de l'eau dans certaines régions, et là on est sur le delta intérieur du fleuve Niger au Mali, donc le calendrier historiquement avec des migrations aussi saisonnières qui font partie de la culture des gens, se fait à partir de là. Alors la sédentarisation, la complexification aussi du réseau hydrographique, la construction de barrages, de seuils, etc.,
ont compliqué un petit peu ce mode de vie, et puis tout simplement l'irrégularité du niveau des fleuves et des rivières, parce que l'eau étant le calendrier, la base donc, du volume d'eau annuel, évidemment, est fondamentale. Voilà, il y a quelques autres. Voilà. Ce village-là, je l'ai noté là, puisque justement, en discutant avec un ami hier ou avant-hier, voilà, ce village-là, aujourd'hui, les autorités ont dû le fuir à cause d'affrontements depuis l'an passé entre les agriculteurs et les éleveurs, suite à une situation délicate et à la sécheresse de l'an passé. Pas cette année, parce que cette année, il y a eu de l'eau, mais voilà, l'irrégularité, et les éleveurs, ils sont dépendants à travers le cycle de l'herbe qui est également lié évidemment à la submersion. Pour qu'on comprenne bien les choses, en fait, les éleveurs qui sont majoritairement des ethnies peules sont obligés de descendre toujours plus au sud à cause de la désertification pour aller chercher du fourrage pour leurs animaux. Enfin, expliquez-nous un peu le mécanisme qui conduit à ces conflits. Il y a un cycle annuel de l'eau qui remplit plus ou moins cette fameuse cuvette. C'est pareil pour le lac Tchad, du delta. Et si l'eau qui vient déjà d'une région un peu éloignée, le Fouta Djallon en l'occurrence en Guinée, donc un peu plus à l'ouest, qui est très arrosée pour le coup, et donc ça se transfère sur une région dans laquelle il pleut très peu, déjà à la base, c'est aussi la contrainte du cycle hydrographique. Donc quand ça recouvre largement, ça permet d'avoir du poisson, ça permet cette zone-là à alimenter en poisson presque toute l'Afrique de l'Ouest il y a quelques années, c'est beaucoup moins le cas ces dernières années justement. Et les herbes donc pour le pâturage et les poissons, et donc et puis aussi sur la décrue la culture tout simplement sur les zones latérales du fleuve. Donc c'est des répercussions en chaîne, et après quand il y a moins d'espace, les espaces sont plus convoités. Il y a un film d'ailleurs qui s'appelle Timbuktu dont la base était sur justement le conflit entre les utilisateurs de l'eau, donc les usages de l'eau. On en reparlera peut-être pour la région, c'est toujours une problématique. Mais là, on est sur ce qu'on appelle le bidonville des rails à Dhaka, au Bangladesh, et tous les réfugiés climatiques sont là depuis les années 80 en particulier, 84, 88 en particulier, des crues qui ont détruit et emporté leurs îles, et donc ils sont dans des conditions évidemment, comme vous le voyez, très précaires sur les bords d'un chemin de fer extrêmement passant, et c'est assez particulier et assez spectaculaire. Voilà, sur les chars, cette illustration illustre le fait qu'il faut reconstruire, repousser la maison. Et là, il y a pas mal d'ONG d'ailleurs qui œuvrent, je pense Oxfam en fait partie, je suppose, dans ces îles, sur secteur par secteur. Autre bidonville de réfugiés climatiques, des crues là pour le coup. Et encore une fois, ces crues augmentent sur cette zone-là, suivant les années, avec l'apport supplémentaire de la fonte d'une partie des glaciers himalayens, qui donc accroissent un petit peu le risque. Ça, c'est une photo prise à Khulna. Donc Khulna, c'est au sud, c'est les réfugiés plutôt des problèmes cycloniques. Donc dans la partie sud, c'est un pays pris en étau en fait entre deux risques majeurs. Et donc là aussi des situations. Bon, là, cette illustration montrait juste l'adaptation aussi à cette variabilité climatique. Ça, c'est sur les bords du Mekong au Cambodge, mais pas pour l'instant de problème majeur là-bas, même si dans toute l'Asie du Sud-Est, tout le monde constate une irrégularité des pluies, parfois des crues en saison sèche, des choses comme ça qui n'étaient pas du calendrier habituel du cycle de l'eau auparavant. Eh bien, merci pour ces illustrations. Cécile Duflot, bon, je vais quand même vous présenter, même si on n'en a pas forcément besoin, mais vous dirigez la branche française d'Oxfam depuis avril 2018, donc une ONG qui est spécialisée sur les questions d'inégalité, inégalité économique, mais aussi inégalité au sens large, donc aussi inégalité par rapport au climat. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu quel est votre constat de la situation par rapport aux migrations climatiques, et qu'est-ce que vous, en tant qu'ONG, vous pouvez préconiser pour prévenir ces déplacements forcés. Voilà. Qu'est-ce que vous préconisez avec Oxfam ? Alors d'abord, vous avez raison, Oxfam, c'est une ONG qui pense la globalité des inégalités, qui lutte contre la pauvreté et qui considère qu'un des moyens de lutter, et c'est aussi tout le sens de notre présence ici à Climax, c'est le pouvoir citoyen, c'est-à-dire de pouvoir
donner aux gens la connaissance de ces événements et de pouvoir se mobiliser, en particulier dans les pays du Nord. C'est ce que fait Oxfam France chaque jour. Mais Oxfam, c'est aussi une grande ONG humanitaire et qui travaille aussi sur les questions de développement, M. Fassi y a fait référence, et qui est donc sur le terrain aux côtés des populations les plus vulnérables. Parce que le dérèglement climatique, il présente cette particularité assez vertigineuse que ceux qui en sont le moins responsables en sont le plus victimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les populations les plus pauvres de la planète, les 50% les plus pauvres, 3,5 milliards de personnes, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc chacun comprend bien que celles qui en souffrent, celles qui vivent notamment dans les pays du Sud, dans les pays de la bande sahélienne, dans les pays d'Asie du Sud-Est, ce ne sont pas elles qui contribuent à dérégler le climat majoritairement. Donc là, il y a aussi une injustice phénoménale. Alors, c'est sûr que si on écoute, j'écoutais vos deux interventions, on est un peu assommé. Enfin, c'est vrai que la crise climatique, l'impact qu'elle a sur les populations, c'est assez vertigineux. On a parlé des conséquences avec l'assèchement, avec effectivement des îles qui ont disparu, mais les conséquences du dérèglement climatique, elles sont aussi sur le climat lui-même, et il y a des zones, notamment en Inde, où on pense qu'avec le cumul des deux choses, l'augmentation de l'humidité et de la chaleur, ce sera des zones qui seront inhospitalières pour l'humain, c'est-à-dire qu'en fait, notre mode biologique de fonctionnement face à la chaleur, c'est de transpirer. Et quand il fait trop humide, la transpiration ne vous rafraîchit pas. Donc il y a des zones qui risquent sur le globe de devenir impossibles à vivre. Donc face à ça, face à ce chiffre considérable de 250 millions de personnes qui risquent d'être en situation de devoir se déplacer, on peut se dire c'est tellement énorme, tellement considérable qu'on n'arrive pas à appréhender le sujet. Donc il faut revenir à des choses très simples. Et c'est là où effectivement Oxfam fait des propositions qui sont des propositions très concrètes en disant il faut avancer sur les deux chemins. Il faut aider ces populations vulnérables, il faut travailler avec elles à des projets de développement, à des projets d'adaptation, des types de culture par exemple, d'autres façons de cultiver, mais il faut aussi agir sur les pays du Nord. Un des outils pour travailler avec les pays du Sud, qui a été validé par l'accord de Copenhague et par l'accord de Paris, ce sont d'augmenter les budgets d'aide au développement, les budgets que les pays du Nord financent pour aider les pays du Sud, en sachant, je le dis bien, que cette question-là, finalement, ça n'est pas une question le Nord contre le Sud, c'est une question planétaire. La question dont on parle, c'est sans doute, et il y a beaucoup de jeunes dans cette salle, et je le dis, c'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité que les humains sont confrontés à des enjeux de terriens. Il ne s'agit pas d'enjeux d'Européens, d'enjeux d'Africains, il s'agit d'enjeux qui concernent finalement absolument tous les habitants de la planète. Et c'est vrai qu'on a du mal à conceptualiser ça, on n'a pas les outils non plus, on sait très bien que le système des COP, des conférences sur le climat, c'est compliqué, ça n'a pas d'effet immédiat, et l'accord dont je parle, les financements dont je parle, aujourd'hui on est très en retard. Oxfam a publié un rapport il y a quelques mois sur la réalité des dépenses des pays européens au regard de leurs engagements, et on voit bien que la France ne fait absolument pas figure d'exemple. Mais pour vous donner un exemple encore plus brutal, l'Agence française de développement, la banque qui aide le développement, aujourd'hui elle consacre encore 8% de son budget d'aide aux projets énergétiques à des projets de charbon et de fuel, de gaz et de fuel, pardon, essentiellement. Donc à des projets qui contribuent à accentuer le dérèglement climatique. Donc ce virage-là, il n'est pas encore pris. Et il n'est pas pris non plus sur le montant et la liberté avec lesquelles ces fonds peuvent être utilisés. Notamment quand on passe de la logique des prêts, où il faut rembourser, à la logique de la subvention, où on aide un certain nombre de pays ou de communautés locales à s'organiser pour changer les choses. Donc ce que nous disons à Oxfam, c'est qu'il est très important de concevoir cet aspect dans toutes ces dimensions. La lutte contre les inégalités et la lutte pour le changement climatique, c'est le même combat. C'est aussi celui du combat contre la pauvreté. Et tant qu'on n'arrive pas à penser ces deux choses, on est aussi tenté de se dire, en fait, le climat, oui, c'est loin, c'est compliqué, on n'y arrivera pas. En fait, ça nous touche tous. Et la lutte contre les inégalités, c'est aussi un combat qui nous est commun, qui est absolument indispensable. Parce que les inégalités, quand elles s'accroissent, et c'est le cas aujourd'hui, elles produisent un sentiment qui est légitime, qui est celui de l'injustice. Et quand je vous ai redit, et je redis ce chiffre, que 50% des habitants de la planète les plus pauvres produisent 10% des émissions de gaz à effet de serre, mais qui subissent très largement, majoritairement les conséquences, vous ne pouvez pas ressentir autre chose qu'un puissant sentiment d'injustice. Et ce qui nous apparaît
essentiel, c'est que ce sentiment-là, il soit partagé par les habitants des pays du Nord et que la mobilisation, elle se fasse aussi ici. Parce qu'on peut faire bouger les choses. Alors, on peut faire bouger des petites choses et on peut faire bouger des grandes choses. Et dans nos pratiques quotidiennes, dans l'organisation des communautés, dans la limitation de nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi dans la mobilisation que font les pays du Nord à l'égard des pays du Sud. Donc, le débat sur le financement de l'aide publique au développement qui va être décisif sur la question des déplacés environnementaux. Pourquoi? Pour ce chiffre qui a été dit à l'instant, c'est 95, et je crois que c'est vous qui l'avez dit, 95% des déplacés climatiques, ils le sont dans leur propre pays. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on voit et tout le débat qui est autour de la question des migrations et des migrations du Sud vers le Nord, c'est très marginal. D'ailleurs, y compris les réfugiés statutaires, ils sont très majoritairement accueillis au Liban, dans les pays qui sont à proximité, en Turquie, dans les pays qui sont à proximité des zones de conflit. Et donc, on a un regard biaisé sur cette question-là. Et donc, ces pays du Sud qui vivent les conséquences du dérèglement climatique, qui vivent les conséquences de la pauvreté et qui accueillent des populations déracinées, ce sont ces pays-là que nous devons aider. Donc, pour ceux que ça intéresse, Oxfam a publié un rapport qui s'appelle « Déracinés par le climat », qui explique bien tout ce que je viens de dire, qui met des chiffres, qui donne des éléments à voir, parce que, et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être avec vous, un des éléments absolument centraux, c'est d'avoir conscience de la réalité de ce qui se passe. De sortir des discussions qui peuvent sembler un peu désincarnées ou un peu trop globalisantes, de se dire, voilà la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Et la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas seulement ceux qui meurent en traversant la Méditerranée, et c'est vrai que c'est absolument scandaleux et qu'on pourrait avoir une autre discussion. La réalité, c'est que si on n'agit pas aujourd'hui contre le dérèglement climatique, nous en vivrons tous les conséquences, mais les plus pauvres en vivront encore davantage les conséquences. D'accord. Vous parliez de rendre concret cette lutte contre les injustices climatiques et la prévention pour les migrations climatiques. Vous avez aussi une expérience politique. Vous avez été député puis ministre pendant 2 ans, donc ministre au logement et à la cohésion des territoires, donc entre 2012 et 2014. Donc vous avez cette expérience de la réelle politique. En quoi est-ce que ça peut modifier aujourd'hui votre rapport à l'action publique? On a eu la démission de Nicolas Hulot il y a quelques jours, qui est aussi un des symptômes de cette incapacité parfois qu'ont des individus en politique, même au sein d'un gouvernement, voilà, à conduire une action d'ampleur. Moi, j'aimerais vous poser une question, pour le coup, très concrète. Que ferait pour vous le gouvernement parfait? Voilà, un gouvernement Duflot 1, par exemple, mais en matière de lutte contre les migrations climatiques. Vous avez parlé un peu de co-développement. Est-ce que... Déjà, un gouvernement, il tiendrait ses engagements en matière de financement d'aide au développement, à la fois en volume et puis en destinataire. Et il ferait évoluer les choix de financement de l'Agence française de développement. Je pense que cette question du financement du développement, ce n'est pas hyper simple à regarder, mais c'est absolument décisif. Mais surtout, il aurait une politique aussi sur son territoire exemplaire. Que ce soit dans le choix, par exemple, ce que défend Oxfam, que nous fermions toutes les centrales à charbon, il y en a encore 38 qui sont possédées par EDF et par Engie, sans les vendre, en disant, ben voilà, on arrête de produire de l'énergie avec du charbon. On sait très bien qu'un des enjeux pour les 2 degrés, c'est de laisser les fossiles dans le sol. Et donc, ça veut dire prendre ce type de décision. Donc, faire la liste de toutes les propositions et de toutes les politiques qu'on pourrait mettre en œuvre, elle existe. Et je voudrais dire, puisque vous avez fait le lien avec mon expérience passée, le sentiment que j'en garde, c'est que c'est possible, en fait. C'est que la réalité de la capacité cognitive, c'est-à-dire de la capacité de nous, êtres humains, de penser ce qui nous arrive et de trouver les solutions, et la capacité technique, elles existent aujourd'hui. On les a toutes les deux. On est tout à fait capable de mettre en place les solutions techniques pour faire face au dérèglement climatique. Et on est lucide sur la réalité. Donc à partir du moment où on a ces 2 éléments-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un problème de volonté, de décision politique, de choix d'orientation. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Nicolas Hulot de manière la plus limpide qui soit. Il a expliqué que l'agenda, la volonté au niveau le plus élevé du gouvernement n'était pas celui d'engager la transition écologique et que face à ça, ses efforts, même s'il arrivait à gagner quelques petits points, étaient vains. Et donc pourquoi cette nécessité de grande transformation? J'ai un exemple à vous donner parce que parfois on dit « Ah oui, mais vous demandez vraiment beaucoup, mais en fait on peut faire un peu, ça suffira. » Vous demandez à un ingénieur, voilà, la fusée, elle doit aller sur la Lune.
Il dit ok, on sait faire, on l'a déjà fait dans le passé. Et on lui dit, puis alors pour faire ça, vous allez avoir un moteur de 2 chevaux. Donc il va vous regarder, et il va vous dire, mais ça ne va pas marcher. Et bien, ce qui arrive en ce moment quand on dit que les solutions ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, c'est comme si on répondait à ce monsieur, ça va, tu as déjà un moteur, tu vas être content quand même. C'est la même chose, c'est-à-dire que si on n'a pas des politiques qui sont des politiques très importantes sur ces questions-là, les millions et les dizaines de millions de déplacés climatiques deviendront peut-être des centaines de millions. C'est ça la question à laquelle on fait face. Et donc la question de la volonté politique, elle est décisive. Mais cette volonté politique, elle n'est pas qu'entre la main des décideurs, et les citoyens seraient totalement absents de ça. Le pouvoir citoyen, il est considérable. Il est considérable d'abord parce que c'est vous et c'est les citoyens qui votent, mais aussi parce qu'entre 2 élections, on a les moyens de se mobiliser. Et c'est tout le sens de l'action d'Oxfam en France, mais en Grande-Bretagne, mais dans d'autres pays, de relayer ce type de campagne. Aujourd'hui, on a un débat qui va s'ouvrir sur la loi Pacte, qui est une loi sur la modernisation de l'entreprise. Et c'est très intéressant parce que si on doit engager la transition écologique, il faudra le faire aussi avec les entreprises. Il faut être lucide, ça se fera avec les citoyens, avec les enfants, à l'école, dans l'éducation. C'est des choix en matière de recherche scientifique, mais c'est aussi avec les entreprises. Et typiquement, on défend un certain nombre de propositions et on a mis en ligne une plateforme de mobilisation sur laquelle les gens peuvent s'inscrire et se mobiliser. Ça n'a pas à voir avec le débat sur lequel on parle, quoique. Il s'agit de la publicité sur les rémunérations et les écarts de rémunération au sein des entreprises. Pour vous dire ce que c'est la politique, c'est très simple. Si cet amendement est adopté, cette disposition est adoptée, bah, ce sera mis en œuvre. Donc oui, bien sûr, quand on tourne les clés dans les serrures, on fait changer les choses. Si on décide de fermer les centrales à charbon, on arrête d'émettre du gaz à effet de serre dans ces centrales à charbon. Et je pourrais continuer les exemples. Mais ça, les citoyens qui sont ici, vous, chacun d'entre vous, vous avez toute une palette d'interventions. Vous pouvez marcher à pied et prendre votre vélo plutôt que prendre votre voiture pour faire 1 kilomètre. Et souvent, et moi je ne veux pas qu'on en reste là, on culpabilise les gens en disant bah, si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas voix au chapitre. Non, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels vous avez besoin, tout le monde a besoin que ce soit organisé en termes de politique publique. Et bien sûr que ce n'est pas chacun d'entre vous, ou en devenant végétarien, ou en étant très attentif à consommer beaucoup moins d'énergie, qui va résoudre le problème des centaines de milliers de déplacés climatiques. Mais c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il faut toute cette chaîne-là, il faut cette prise de conscience de l'ensemble de la société. C'est ce que disait Nicolas Hulot en disant de manière un peu triste, où sont mes troupes, où sont les gens, où est la société en mouvement. En fait, elle existe, mais c'est vrai que pour l'instant, elle est un peu parfois timide. Donc je pense que c'est très important que chacun se sente concerné dans sa vie propre, dans son environnement, mais plus largement, dans la capacité à peser sur les décisions politiques qui font face ou pas à ces enjeux. Je vous remercie. J'aimerais aussi aborder le terme, enfin l'aspect un peu plus juridique, mais peut-être que vous voulez réagir par rapport aux propos de Cécile sur. Sinon, moi. J'ajouterais une chose qui a été dite d'ailleurs d'une autre façon. D'une part, donc, ce sont non seulement les plus pauvres, souvent c'est des déplacés environnementaux, mais ce sont aussi des gens qui ont des métiers qui sont liés directement au milieu naturel, c'est-à-dire beaucoup sont des agriculteurs, des pêcheurs, des gens qui travaillent dans la forêt, etc., et donc ou qui cultivent dans des terres inondables, on a parlé du Bangladesh, ou sur des îles qui sont menacées par la montée des eaux. Donc eux, ça les affecte particulièrement parce qu'ils ne sont pas dans une tour au 25e étage dans un bureau, ils sont directement liés aux conséquences du dérèglement climatique dans leur vie quotidienne, dans leur travail, dans leurs ressources pour faire vivre leur famille, etc. L'autre chose qui les concerne aussi, c'est que dans beaucoup de ces régions du sud du monde, on a un phénomène d'urbanisation galopante de la planète. D'urbanisation galopante, on a des villes qui ont 10, 12 millions d'habitants, qui ne sont pas du tout équipées pour cela, et donc les variabilités de l'accès à l'eau sont des sujets tout à fait cruciaux pour le quotidien des gens. Et ça dérègle aussi encore plus les problèmes d'accès à l'eau pour les populations qui viennent, quittant une terre qui n'est plus hospitalière, pour aller vers la ville. Donc tout ça se cumule, si j'ose dire, pour rendre crucial au sud du monde la thématique très diversifiée, comme on l'a dit, des déplacés environnementaux. Vous êtes aussi juriste et politologue. Et en 2014, vous avez publié un ouvrage qui s'appelait « Faut-il ouvrir les frontières ?», dans lequel vous militiez notamment pour un droit universel à la liberté de circulation et à la mobilité.
J'aimerais que, justement, que vous nous en disiez un peu plus. Et comment est-ce que cette proposition-là que vous avez faite évolue au vu des enjeux de migration climatique? Alors, tout à fait. Et je l'ai réédité d'ailleurs en 2017. Donc, c'est une thématique qui est toujours à l'agenda mondial, le droit à la mobilité comme droit de l'homme pour le 21e siècle, comme d'ailleurs le droit à l'environnement, c'est-à-dire le droit à vivre dans un environnement sûr du point de vue de sa survie et du point de vue du minimum de crise, si j'ose dire. Donc ça fait partie des droits de l'homme émergents pour demain et pour aujourd'hui. Alors le droit à la mobilité, c'est très simple, c'est que les 2/3 de la population de la planète ne peuvent pas circuler librement, dont d'ailleurs les déplacés environnementaux, s'ils quittent leur pays pour traverser la frontière d'à côté, comme ils viennent des pays les plus pauvres, ils représentent un risque migratoire total, donc ils sont assujettis à des visas, quelle que soit la destination qu'ils se proposent de prendre. Si on a un passeport Bordeaux européen, si on est américain, canadien, on peut circuler librement sans visa pour une période de 3 mois dans 173 ou 174 pays selon les cas. Si on est russe, dans 91. Si on est chinois, dans 44. Et si on se trouve tout à fait en bas de la liste, c'est-à-dire là où il y a le plus de conflits ou là où il y a le plus de problèmes environnementaux, c'est-à-dire le Soudan, bien sûr l'Afghanistan et quelques autres régions, l'Érythrée, etc., qui cumulent des risques politiques et des risques environnementaux, vous pouvez quasiment aller nulle part parce que vous représentez un risque migratoire total et donc là, vous n'avez aucun droit. Donc ça ne dépend pas de vous individuellement, de vos mérites ou pas, ça dépend du malheur ou du bonheur d'être né dans telle ou telle région du monde. Et c'est là qu'il y a une très grande inégalité. Et donc, aujourd'hui, la plupart de ces gens, quand ils migrent dans des conditions qui sont atroces. Il y a eu un rapport des Nations Unies qui est sorti l'an dernier, des droits de l'homme, sur la Libye, qui montre la mise en esclavage, les prélèvements d'organes, l'enfermement, etc., qui mêle d'ailleurs des gens qui ont des profils de déplacés environnementaux et de réfugiés politiques. Et donc, le droit à la mobilité, je crois qu'il faut que ce soit un objectif pour ce 21e siècle et qu'il se solde par la possibilité, précisément, pour plus de gens, de circuler, d'aller et venir, d'être inscrits dans la mobilité comme mode de vie. Les gens qui migrent, qui bougent le plus, c'est nous. C'est nous tous dans cette salle, parce que nous, on peut circuler facilement pour des études, pour le tourisme, pour la retraite, pour toute une série de raisons, tandis qu'au Sud, ils ne peuvent pas bouger pour la plupart. Et donc, je crois que ça, c'est une des grandes inégalités du monde. De même que la relation de l'homme à son environnement, c'est une des grandes inégalités du monde. Et je pense qu'on pourrait faire plus et mieux pour aller dans ce sens, c'est-à-dire en ouvrant plus les frontières à plus de catégories de gens, notamment pour la migration de travail. On est dans une frilosité totale. La migration, pour l'essentiel, c'est du travail, des regroupements familiales, etc., des réfugiés, et ça n'a rien à voir avec le terrorisme, ou très marginalement. Et donc, on est habité par un esprit sécuritaire qui se développe à l'échelle mondiale, qui va à l'encontre de cette aspiration des gens, non pas à s'installer chez nous, mais à bouger. Bouger pour voir ailleurs, se donner des opportunités, aller, venir. Quand on ouvre les frontières, les gens circulent, ils ne s'installent pas. C'est ce qu'on a vu pour la migration Est-Ouest. Et au Sud, on aurait beaucoup plus de gens qui seraient dans cette logique s'il y avait plus de possibilités d'avoir accès à des visas multiples, s'il y avait plus d'ouverture légale au marché du travail, si on avait plus de solutions pour l'accueil des réfugiés, etc. Et on est plutôt dans une tendance inverse aujourd'hui. Je vais me faire peut-être l'avocat du diable, parce que quand on observe ce phénomène, enfin cette proposition de l'angle politique, c'est vrai qu'aujourd'hui en Europe, c'est plutôt l'inverse qui est proposé, et ces propositions-là montent rapidement. Et on pourrait aussi vous rétorquer que ouvrir les frontières à ce genre de migration peut être aussi un moyen de faire pression sur les salaires, un moyen de... ce discours-là, auquel j'aimerais que vous répondiez. Alors d'une part, on est dans un monde où effectivement le marché du travail pour les nationaux, pour les Européens, est protégé contre les non-Européens qui légalement accèdent très difficilement
comme entrants au marché du travail européen, sauf s'ils sont très très qualifiés ou s'ils ont de l'argent. La plupart des riches des pays pauvres peuvent circuler librement et légalement parce que en investisseur ou si on est très qualifié, on peut avoir un titre de séjour. Pour les autres, non. Alors ça, c'est déjà une très grande inégalité, mais l'autre chose, c'est que on est dans un système où finalement on est dans l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'il y a des tas de métiers où les gens sont assignés à des situations irrégulières avec une exploitation colossale sur le marché du travail, précisément parce que les gens sont en situation irrégulière. Donc il faudrait légaliser le plus ces situations et on crée dans l'opinion publique, y compris avec les gens qui arrivent à nos portes par bateau ou à la porte de la Chapelle à Paris, on crée une sorte de mise en visibilité misérable de ces personnes qui ne sont pas du tout misérables, qui sont des classes moyennes, des jeunes, etc., qui tentent leur chance par la migration, qu'elle soit environnementale ou de réfugiés ou de travail. Et donc, en leur interdisant de travailler pour les demandeurs d'asile, et pour les gens qui sont venus essayant de travailler, mais qui sont contraints à travailler au noir, etc., en leur donnant très très peu d'accès à un logement, et certains sont dans la rue, y compris, j'ai écouté ce matin à la radio des femmes qui viennent d'accoucher, qui sortent de l'hôpital, à Paris, pas dans leur pays d'origine, etc., eh bien, on crée la misère, c'est-à-dire l'image misérable de ces personnes qui est perçu comme tel par tout un chacun quand ils se promènent dans la rue en disant on va pas accepter des gens comme ça, c'est des misérables, ils vont nous coûter cher, etc. Mais elle est créée parce qu'on leur interdit de travailler, parce que ceci, cela, etc., parce qu'ils n'ont pas de statut. Donc ça, je crois que c'est dramatique. C'est dramatique parce que ça donne une image fausse de la population des gens qui viennent chez nous et qui veulent contribuer par leur travail à leur vie quotidienne et à celle qui existe chez nous. Si on ne leur donne pas le statut de réfugié, ils vont être contraints précisément de subsister en travaillant au noir pendant des années avant une régularisation. Donc tout ça est une négation d'une forme de citoyenneté ordinaire, aussi bien dans les pays d'accueil que dans les pays de transit. Et c'est une sorte de société à 2 ou 3 vitesses, si j'ose dire. C'est plus l'esclave et l'homme libre de l'Antiquité, mais c'est une nouvelle version de cette hiérarchisation de la personne qui devrait être quand même au centre des préoccupations du XXIe siècle, précisément. Merci Eric. Il se trouve que depuis un an maintenant, vous travaillez sur les fleuves français, notamment sur la Garonne. C'est vrai qu'en abordant la question des migrations climatiques, on parle surtout des pays du Sud, et on a l'impression peut-être que tout cela c'est lointain, et que les seuls effets qu'on voit clairement, c'est justement ces migrants en porte de la Chapelle. Mais en France, est-ce que dans un futur plus ou moins proche, nous sommes aussi menacés nous-mêmes de migration climatique? Est-ce qu'un jour nous aurons à nous déplacer, nous aussi, parce que notre pays sera devenu invivable? Alors, juste avant d'arriver là-dessus, juste pour compléter aussi ce que disait Catherine, la migration est le recours ultime pour la plupart des populations. La plupart d'entre eux resteront jusqu'au bout, risque majeur, y compris d'être emportés par un événement fort, une inondation, un cyclone, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment un recours ultime, pour beaucoup en tous les cas. Pour ce qui est de nos régions, et de la nôtre en particulier, on n'échappe pas évidemment au réchauffement en cours. Si on prend effectivement les bassins hydrographiques, puisque encore une fois c'est la base de mes réflexions, ça se passe autour de l'eau et de la ressource. Alors dans le sud-ouest, effectivement, notre bassin Garonne-Dordogne présente un très très net déficit hydrologique depuis une quarantaine d'années. C'est le plus grand déficit hydrologique donc en France, en tous les cas, de tous les grands fleuves. Mais donc c'est quelque chose combien qui... Pardon ? Combien en moyenne? Alors, moins 20% sur les 40 dernières années. Si on prend depuis le 19e siècle, on peut même dire moins 30%. Après, bon, le 19e siècle, si on prend une perspective plus longue, il y a la sortie de ce qu'on appelait le petit âge glaciaire. Bon, bref, mais pour ce qui est de l'époque contemporaine, depuis 30-40 ans, on a perdu en moyenne annuelle, alors ça dépend, cette année il y a eu de l'eau, encore une fois les années précédentes il y a eu en sorte de 3 années de sécheresse, de déficit hydrologique. Alors ça se
répercute évidemment sur les métiers qui sont directement liés à l'eau. On a eu des pêcheurs dans l'estuaire de la Gironde, il n'y en a quasiment plus, en tous les cas très très peu aujourd'hui, et ils sont évidemment un peu en péril, d'autant que les perspectives aussi d'évolution, donc de réchauffement avec 1, 2, 1,5, 2 degrés, 3 degrés, ben ça se répercute sur les perspectives de débit. Alors, si on regarde les perspectives de débit sur le sud-ouest, c'est vrai que, par exemple, ou sur les bassins méditerranéens, c'est assez inquiétant, voire même relativement alarmant. Donc c'est clair qu'il y a des mesures à prendre aussi sur l'occupation des espaces, la façon dont on cultive, dont on prélève l'eau de façon générale, et notamment pour l'agriculture qui forcément en a besoin au moment où on en a le moins dans les cours d'eau, mais ça c'est naturel au départ en tous les cas. Donc il y a effectivement un risque d'emballement qui existe. Alors l'emballement, on a parlé du lac Tchad. Autour du lac Tchad, c'est ce qui s'est passé un petit peu, l'emballement, c'est-à-dire moins il y a d'eau, plus on en a besoin, donc plus on en retient, donc moins il y en a, etc., etc. Et donc plus d'évaporation, plus d'évapotranspiration. Et au final, en faisant justement ces aménagements pour essayer de trouver une parade à la ressource moindre, en fait on l'amoindrit encore un peu plus, et donc au final ça court à la catastrophe. Alors est-ce qu'on en est là sur notre bassin du sud-ouest? Je ne sais pas, mais en tous les cas, si on regarde les perspectives et les modèles, il faut toujours les prendre avec beaucoup de précautions, les modèles climatologiques, et notamment en hydrologie. Mais effectivement, il y a de quoi se poser des questions, et on devrait, c'est le cas d'ailleurs, mais on devrait se les poser peut-être de façon un petit peu plus fermement. Par exemple, un terme technique, ce qu'on appelle les débits d'objectif d'étiage. Normalement, dans un fleuve, de l'amont vers l'aval, il y a de plus en plus d'eau avec les affluents qui arrivent. Si on prend l'exemple entre Cahors et Guyon, pour ceux qui connaissent la région, c'est-à-dire dans le Lot-et-Garonne, on a des débits d'objectif d'étiage qui sont inférieurs en aval qu'en amont. C'est-à-dire que normalement, ça existe quand on traverse un désert. Bon, voilà. Il y a un désert apparemment dans le Lot-et-Garonne, en tous les cas pour les objectifs. Donc, il faut, effectivement, ça passe par des mesures à prendre et des objectifs de gestion de l'eau, de partage de l'eau. Et donc, avant d'en arriver à des migrations, mais en tous les cas des adaptations, le GIEC produit régulièrement des rapports dont l'essentiel, enfin le plus gros rapport, c'est le rapport sur l'adaptation au changement climatique, parce que comme je disais tout à l'heure, on est déjà dedans, hein, on a déjà gagné quelques dizaines de degrés depuis 40 ans. Depuis 40 ans, on peut dire que depuis la fin des années 70, on est déjà dans le réchauffement climatique, et le risque, encore une fois, c'est qu'il s'amplifie et se répercute encore plus lourdement là où déjà il y a des problèmes, et peut-être s'étendre un petit peu plus lourdement là où pour l'instant on en a moins. Moi, vous m'avez posé la question tout à l'heure sur est-ce qu'il y a des impacts en France, est-ce qu'on les voit, pour faire ce que dit Monsieur Fassi. En fait, on a eu déjà en France des réfugiés climatiques. Mais pour vous montrer la grande différence avec ce qui se passe dans les pays du Sud, il y en a eu quelques-uns, ceux qui ont quitté Saint-Martin en disant c'était le cyclone de trop, on n'en peut plus, et qui sont venus habiter en France métropolitaine. Mais vous imaginez bien que d'abord c'est quelques personnes, qu'entre Saint-Martin et la France métropolitaine, les choses se sont passées finalement, et c'est un vrai déracinement, parce que ça je voudrais redire, on quitte jamais son lieu de vie, sauf quelques rares exceptions, de gaieté de cœur. C'est pour ça que le terme de notre rapport, c'est déraciner par le climat. Ces gens sont arrachés à chez eux. Moi, j'ai accompagné des réfugiés syriens qui habitent en France, mais dont l'objectif, peut-être même à chaque instant, est de retourner vivre là-bas. Même en ayant connu la guerre, même avec tout ça, parce que c'est chez eux. Et on en parlait, c'était assez touchant sur, c'est les odeurs qui me manquent. Je suis bien ici, etc. Mais les odeurs, l'ambiance, et quand on y réfléchit, moi je sais que je vis en France depuis que je suis née, et je pense que je comprends très bien ce que c'est le mal du pays, de ne pas avoir les références, les fromages, la façon de parler, d'entendre sa langue autour de soi, tout ça. Donc il faut avoir conscience que tous ces gens qui partent, pour une immense majorité d'entre eux, c'est contraint. Donc ça, c'est très important. Donc je parle de ces... Et c'est le cas pour des gens qui ont quitté Saint-Martin. Vivre à Bordeaux et à Saint-Martin, je pense que c'est très différent, même si c'est très sympa de vivre à Bordeaux. C'est une autre vie. Mais il y a des territoires qui sont réellement menacés aujourd'hui. Je pense à l'île de Saint, par exemple. C'est une île qui culmine à environ 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc il y a deux phénomènes qui se cumulent. C'est qu'il y a la montée des océans, donc ça c'est inexorable. Ça fait aussi, sans doute, ça va faire déplacer certaines stations balnéaires, je pense à Lacanau ou à d'autres, dont on sait que le trait de côte recule et qu'il n'est pas possible de résister face aux éléments, même avec des défenses à la mer, même avec des murs, même avec tout ça, ça n'est jamais qu'un pis-aller, qu'un recul. Mais non seulement il y a la montée du niveau des océans, mais il y a, et ça il faut vraiment l'entendre parce que c'est assez notable,
ce sur quoi avaient alerté les météorologues et les climatologues, c'est que le dérèglement climatique, c'est un vrai dérèglement. C'est-à-dire, et c'est ce que vous avez montré avec votre schéma tout à l'heure, ça accentue les phénomènes météorologiques intenses. Ça a plus de cyclones, plus de tsunamis, ou des tsunamis plus puissants, plus de vent, plus de précipitations violentes, et tout ça fait que du coup, un territoire comme l'île de Sein, ce qu'il menace, ce n'est pas la montée de l'océan immédiatement, mais c'est des tempêtes très très violentes sur une île qui a une petite superficie et qui fait 2 mètres à sa plus haute altitude. Donc c'est effectivement déjà chez nous. Mais quand même, je veux le redire parce que pour moi c'est essentiel. Les plus vulnérables aujourd'hui, ce sont les habitants des pays les plus pauvres. Et parmi ces habitants-là, il y a encore des plus vulnérables. Et les plus vulnérables parmi les plus vulnérables, et parmi les migrants climatiques, ce sont les femmes et les enfants. Mais tout particulièrement les femmes. On sait que les violences à l'égard des femmes déplacées, déracinées de leur communauté, plus protégées, parfois seules ou veuves, sont considérables. Les violences à l'égard des jeunes filles, les violences à l'égard des enfants. Et donc, il faut être vraiment conscient que donc s'accumulent les difficultés. Mais qu'un des autres indicateurs qui est très inquiétant, c'est que depuis 10 ans, enfin jusqu'en 2016, la faim dans le monde reculait. Et qu'entre 2015 et 2016, les chiffres se sont inversés. Et le nombre de personnes qui souffrent de la faim dans le monde est passé maintenant à 700 millions. Je vous dis le chiffre exact, parce que j'aime pas me tromper. C'est aujourd'hui 777 millions en 2015, 815 millions en 2016. Donc c'est un moment de bascule qui, évidemment, est lié à plein de facteurs, au dérèglement climatique, à l'impact sur les récoltes, mais aussi à des conflits, mais aussi à des appropriations de ressources. Donc tous ces sujets se cumulent. Mais je voulais insister sur la vulnérabilité des femmes parmi les réfugiés climatiques, parce que dès qu'il y a déplacement, les femmes sont plus vulnérables et les enfants également. Et aujourd'hui, c'est 500 millions d'enfants qui sont susceptibles d'être victimes de phénomènes météorologiques très dangereux. Je le dis en étant aussi membre d'une organisation humanitaire. En fait, il peut y avoir des catastrophes naturelles à peu près partout. Mais s'il y a, comme il y a eu il y a quelques jours, un tsunami au Japon, il y a 10 morts, c'est triste, mais il y a 10 morts. S'il y a un tsunami aux Philippines, ce n'est pas du tout la même chose. S'il y a un tremblement de terre en Haïti, ou un tremblement de terre au Mexique, ou un tremblement de terre en Californie, ce n'est pas la même chose. Donc il faut aussi voir que ces catastrophes climatiques, je parlais du lien inégalité et climat, même les catastrophes climatiques, même des catastrophes climatiques similaires, n'ont pas du tout les mêmes conséquences dans des pays pauvres et des pays vulnérables et dans des pays riches. Donc cette question des inégalités est absolument centrale dans la réflexion autour des conséquences du dérèglement climatique sur les populations et sur les réfugiés climatiques. Bien, est-ce que vous voulez réagir ou je peux aussi commencer le tour de questions. Donc on va vous donner la parole. Si vous avez des questions, je vous demanderai d'être assez concis, évidemment. Ce qu'on va faire pour que ce soit un peu plus dynamique, c'est une question, une réponse, directement. Donc ceux qui doivent porter le micro, je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des porteurs de micro? Il y a un monsieur ici. La cavalerie. Le monsieur ici. Bonjour, Yvon Lanroy. J'ai entendu dire à plusieurs reprises la responsabilité, notre responsabilité dans le dérèglement climatique et dans tous les problèmes qui sont posés vis-à-vis des populations du Sud. Je m'interroge quand même sur le fait suivant. Par exemple, en Afrique, ils ont peu d'eau, ils savent mal cultiver et ils ont peu de moyens. À côté de ça, la population de l'Afrique est passée de 273 millions en 1960 à 1 milliard en 2000. Ils sont sur le chemin des 2 milliards dans 15 ou 20 ans et aucun démographe sérieux ne prévoit autre chose que 4 milliards, voire 4 milliards 400 millions d'Africains dans les 50 ou 60 ans à venir. Ces gens-là se multiplient par 4 tous les 50 ou 60 ans. Je vois mal qu'ils ne soient pas responsables, au moins en partie,
de ce qui leur arrive. Catherine, allez-y, puis Cécile ensuite. Alors, je trouve votre question très violente, déjà, je vais vous le dire. Parce que je pense que si je parlais de votre épouse, votre sœur, votre fille en disant qu'elle se multiplie, ça vous gênerait un peu. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que ce type de réflexion, il est très pratique parce qu'on dit, en fait, ils n'ont qu'à pas faire autant d'enfants et ça ira mieux. Et en plus, ils n'ont qu'à bien cultiver. Si on fait l'analyse de la situation de l'Afrique, de la réalité de la situation aujourd'hui, la question de la dette écologique se pose. Parce que j'ai parlé de notre contribution pays du Nord aux émissions de gaz à effet de serre, mais je pourrais aussi parler de la manière dont on a pillé un certain nombre de ressources naturelles. Je ne vais pas ouvrir le débat sur le nucléaire à cet instant, mais par exemple, vous avez peut-être certains d'entre vous entendu que le nucléaire était formidable. D'ailleurs, on est les champions du monde et on le fait avec. Ça nous permet l'indépendance énergétique. Depuis 1989, si je ne me trompe pas, nous ne produisons plus 1 gramme d'uranium en France, mais nous sommes allés au Niger chercher toutes les ressources en uranium dans des conditions à la fois environnementales, sociales et politiques qui méritent très largement d'être interrogées. Et je pourrais multiplier les exemples sur les métaux rares, et je pourrais multiplier les exemples sur les métaux précieux. Donc déjà, d'abord, cette question est importante. Ensuite, sur la question de la démographie. On a eu de cesse, et c'est un débat des années 80, d'alerter sur cette question démographique et que le risque démographique. Mais maintenant, nous sommes en 2018, et toutes les études montrent, avec la plus grande des évidences, que si l'on veut engager la transition démographique, c'est-à-dire un taux d'enfants par femme un peu plus de 2, ce qui est le taux qui permet le renouvellement démographique sans accroissement de population, il y a une condition, et une seule, l'émancipation des femmes. C'est-à-dire que l'accès à l'éducation jusqu'au secondaire, à l'école primaire, pour parler en français, de toute une génération de petites filles, fait 1, reculer les mariages forcés, de façon assez naturelle, et 2, arrive à un taux de renouvellement des générations au taux de 2 enfants par femme en une génération. C'est-à-dire que ces petites filles qui sont allées à l'école, devenues adultes, elles ont la capacité de réaction, elles ont la connaissance de leur corps, elles ont toutes seules, en une génération. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que c'est les discriminations à l'égard des femmes, c'est que c'est le maintien des femmes dans un statut inférieur qui ne permet pas cette situation-là. Parce que je vais vous dire, monsieur, moi je me suis multipliée. C'est quoi votre terme? Je suis écologiste et j'ai 4 enfants. Et il se trouve que ma meilleure amie, depuis qu'elle a 19 ans, enfin on est amis depuis qu'on a 12 ans, elle n'a jamais voulu avoir d'enfants. Magique. Toutes les deux, on a 2 enfants en moyenne. Reste à savoir lesquels je garde, lesquels je lui donne. Mais en attendant, c'est très important d'avoir ça en tête. Parce que si on veut trouver une solution pour l'Afrique et pour l'humanité, il ne faut pas dire ils ont qu'à mieux cultiver et pas utiliser des serpettes et à utiliser nos pesticides. Petit A, petit B, qu'à pas faire d'enfants. Parce que la réalité, c'est que ce sont nos modes de production agricole, ce sont nos modes de production de la chimie, ce sont nos modes de production énergétique qui ont produit les émissions de gaz à effet de serre, qui font la situation dans laquelle on se trouve. Donc je pense qu'il faut être vraiment conscient de ces sujets-là, parce que c'est justement en réfléchissant, en trouvant, j'allais dire, des causes exogènes à la situation et en reportant la situation sur les pays du Sud sans jamais remettre en question nos pratiques qu'on n'arrivera pas à trouver une solution, y compris sur la question démographique. Ce combat pour l'émancipation des femmes, c'est un combat partagé, c'est un combat qui doit être le nôtre, ici, et il y a encore du chemin. C'est un combat qu'on doit partager avec les femmes africaines et avec les hommes qui soutiennent ce combat. Mais il faut être conscient que la garantie et la clé, c'est l'éducation des filles. Et c'est ça qui est quand même beau dans l'espèce humaine, finalement. C'est que quand on va vers des valeurs qui sont des valeurs positives, qui sont celles de l'égalité, et voilà pourquoi je suis contre les inégalités, voilà pourquoi je considère que ce qui a fait le bonheur de l'humanité pendant des millénaires et des millénaires, c'est d'être une société plus égalitaire et d'être une société qui ne préemptait pas les ressources naturelles davantage que ce que la Terre pouvait refabriquer. Et je pense que nous avons une responsabilité aussi à l'égard de l'Afrique de réparer un certain nombre d'erreurs que nous avons commises dans notre propre mode de développement. Mais aujourd'hui, quand bien même il y a des millions et des millions d'enfants africains, ils consommeront toujours moins. Alors on pourrait faire le rapport entre je ne sais pas combien d'enfants africains qui valent un enfant européen d'aujourd'hui, mais la cause du dérèglement climatique, elle n'est pas en Afrique. Et la solution à la démographie en Afrique, elle est par l'émancipation des femmes. Catherine, Catherine voilà. Et puis Eric. Je pense que Cécile Duflot a très largement répondu à la question.
Je partage totalement ce qui a été dit. Je voudrais juste ajouter que si on regarde les grandes réserves, si j'ose dire, si on peut employer ce terme, les grandes sources de population du monde, c'est pas l'Afrique, c'est l'Asie. Je vais quand même donner 2 ou 3 chiffres. L'Inde, plus d'1 milliard d'habitants. La Chine, plus d'1 milliard d'habitants. Des pays qui ne comptent pas sur la scène internationale, mais qui ont quand même 250 millions d'habitants, comme le Bangladesh, l'Indonésie, etc. En Afrique, il n'y a qu'un seul pays sur l'ensemble des pays africains qui a plus de 200 millions d'habitants, c'est le Nigeria. Donc c'est un pays qui est très largement vide, contrairement à une idée répandue. Et d'autre part, l'Afrique, ce n'est pas une espèce de magma comme ça général. Il y a de très grandes diversités de situations selon les États. Et le nord, notamment de l'Afrique, ainsi que le sud de l'Afrique, n'est pas du tout dans la configuration alarmiste que l'on décrit, puisque, surtout le nord, ils sont entrés dans ce qu'on appelle la transition démographique. C'est-à-dire qu'en une génération, le nombre d'enfants par femme est passé de 6 enfants par femme à 2,5 enfants par femme pour l'ensemble des pays, qu'ils soient islamistes, en guerre ou pas, pour l'ensemble du pourtour sud méditerranéen. Donc ça, c'est un élément très important. Ça a été une révolution très rapide, si j'ose dire, et peut-être que d'ici la fin du siècle, l'Afrique subsaharienne, qui est effectivement avec des taux d'enfants par femme beaucoup plus élevés, changera. Ce ne sera pas nécessairement immuable. Ça dépend effectivement essentiellement de l'éducation des filles, de leur possibilité d'aller à l'école. Juste, exactement, je voulais juste rajouter une chose dans le même sens. Effectivement, l'Afrique, c'est un grand continent et donc pas uniforme. Je prends l'exemple du Mali, il y a 16 millions d'habitants sur un pays qui fait 3 fois la France, donc certes, il y a une partie qui est en désert, mais enfin voilà, la densité de population, notamment au Sahel, est relativement faible par rapport à d'autres régions du monde. Une autre question dans la salle? Ouais, moi je vais me permettre de profiter d'avoir le micro. J'étais zadiste à Sivins et j'ai eu une petite émotion de voir Cécile, parce que je me souviens de ce qu'elle avait fait comme remarque à Manuel Valls avant qu'il ait tué Rémi. Et ça peut paraître hors de propos, mais je ne pense pas que ça le soit, parce que je crois que, notamment, la ZAD était une migration à l'intérieur de la France, d'une jeunesse qui est désespérée par le modèle sociétal et le sentiment de culpabilité de ce qui se passe ailleurs, du fait de notre mode de vie et de notre mode de consommation. Et depuis ce matin, j'ai un peu la tête qui tourne, parce que, je ne sais pas ceux qui étaient là ce matin, mais on a abordé 10 000 sujets différents. Et sur des questions spécifiques comme celle de la migration, on a un peu l'impression de rien pouvoir faire. Et je crois qu'il faut en revenir à une approche plus globale de la question. Et effectivement, la question de la biodiversité et aussi la crise du siècle et la question des réfugiés climatiques est très spécifique, mais c'est les exclusions sous toutes leurs formes, les injustices, l'accroissement, l'accaparation des ressources et des richesses par quelques personnes. Et je crois que notre marge de manœuvre, c'est justement sur un enjeu global, sur un enjeu de démocratie, parce qu'effectivement, on parlait d'Afrique tout à l'heure, mais ce qui est sûr, c'est que malheureusement, aujourd'hui encore, les pays riches ont un contrôle politique très puissant sur les gouvernements des pays pauvres et africains, que comme les grenades suivaient les zadistes, les bombes de l'OTAN suivent les vagues de sécheresse et les pays extrêmement pauvres, et donc ils sortiraient peut-être plus facilement de leurs problématiques climatiques et de sécheresse et autres, s'il y avait moins de bombes qui tombaient sur leur pays. Et du coup, on a une responsabilité immense, et celle d'assainir la qualité des gouvernances dans nos pays où on a encore une relative liberté de parole. Merci, je pense qu'on sera tous d'accord sur le constat. Juste une petite incise, on va essayer de conserver une parité dans les prises de parole, donc ça tombe bien, parfait. Est-ce que vous voulez, parce que c'était pas vraiment une question, c'était un constat qui est clair. Hein. Je voudrais juste dire, d'abord, rendre le clin d'œil, et merci beaucoup. Ça reste une émotion considérable, et je sais qu'il y a un rassemblement dans quelques jours à Toulouse. Mais je voudrais dire qu'il ne faut pas se sentir débordé par ça. C'est pour ça que je l'ai dit plein de fois. C'est vrai que si on dit 250 millions d'ici 2050, tous ces chiffres sont considérables. Il faut surtout se dire que parmi ces 250 millions, à chaque fois, c'est une personne, avec une vie, avec une histoire d'amour, ou plusieurs, avec des émotions, avec des capacités artistiques. C'est que des vies, chacune d'entre elles. Et l'autre élément, c'est que bien sûr qu'on peut agir, et je pense qu'il faut ni se replier sur une toute petite communauté, et c'est pas avec
j'allais dire, une frange avancée de écologistes, véganes, qui n'ont aucun impact sur l'environnement qu'on fera changer les choses. Chacun a le droit de vivre comme il veut. Mais il faut que les modifications et que la mutation du mode de fonctionnement de notre planète soit d'une vraie ampleur. Ce qui n'exclut pas d'agir au quotidien, ce qui n'exclut pas aussi de se satisfaire d'un certain nombre d'avancées. Mais il ne faut pas se sentir ni débordé ni paniqué. Peut-être aussi que face au mur de cette réalité, les terriens vont avoir un sursaut et qui sera un sursaut bienveillant. On a enregistré une émission tout à l'heure et j'écoutais Patrick Vivray parler. Et à chaque fois qu'on écoute Patrick Vivray parler, on peut se dire « Ah bah si, à un moment, ça va marcher ». Il explique très bien la nécessité de la bienveillance, de la solidarité, et il dit que dans toutes les situations de catastrophe, en général, se développent plutôt des solutions de coopération entre les individus, ce qui est l'instinct de l'espèce humaine, plutôt que des solutions d'exclusion. Et que donc, il faut être plutôt optimiste, y compris face à la catastrophe. Oui, juste un mot aussi, bon, Steven, c'est même pas tout à fait le sujet, mais enfin, c'est aussi emblématique des problématiques qui vont se poser, qui se posent déjà sur l'aménagement hydrologique de notre bassin versant. D'accord. Je vous en prie. Oui, bonjour. Alors, juste avant ma question, je voulais vous remercier pour avoir incité sur la parité dans la prise de parole, et puis je suis contente que cette conférence-là soit paritaire, parce que ce n'est pas le cas de toutes les conférences qu'on a malheureusement avec Climate cette année, mais avec ce qui ne remet pas en cause la qualité de toutes les interventions. Moi, je voulais vous poser une question sur est-ce que vous trouvez qu'il y a, tous les trois, un paradoxe à parler de migration climatique, de réfugiés climatiques, du coup en appuyant sur le terme réfugiés et tout ça, qui pourrait peut-être distinguer entre ce qui serait toujours pareil, entre les bons et les mauvais migrants en gros. Et du coup, est-ce que ça rentrerait un peu dans cette idée-là, ou est-ce que l'idée de migration, enfin pas l'idée d'ailleurs parce que c'est super réel, mais des migrations climatiques et d'en parler, ça permet justement de toucher à tellement de sujets qu'il faut remettre en cause que il n'y a pas de ce risque-là d'être récupéré entre choses. Merci de cette question. Effectivement, c'est très important de revenir sur les termes. Et donc, pour les réfugiés climatiques ou les déplacés environnementaux, selon la vision qu'on en a, parce qu'il n'y a pas que le climat, comme j'ai dit, il y a l'environnement en général. Et ce n'est pas nécessairement des réfugiés au sens de la Convention de Genève qui met en avant la persécution individuelle ou le risque de persécution pour reconnaître le statut de réfugié. C'est pour ça que le Haut-Commissariat aux réfugiés refuse à ces personnes le statut de réfugié. En fait, le débat sur les bons et les mauvais migrants qu'on a eu en 2015 à propos de la crise qu'on a appelée la crise des réfugiés, il n'a pas eu lieu sur les déplacés environnementaux parce que la plupart des déplacés environnementaux sont des migrants internes. Donc la question de leur donner ou pas le statut de réfugié ou de migrant ne se pose pas déjà. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il faut évaluer si les personnes, et ça, ça fait partie des grandes classifications pour les migrants, sont des migrants volontaires ou des migrants disons, forcée. Le réfugié, c'est l'idée que c'est une migration forcée. La migration de travail, ça peut se discuter d'ailleurs, ce serait même un sujet de philosophie. On considère que c'est une migration volontaire, de même que la migration pour études ou le regroupement familial. Donc ils ont un autre statut. Ils n'ont pas le statut de réfugié de la Convention de Genève. Ils ont un statut de migrant avec un titre de séjour qui dépend de la législation de chaque pays d'accueil, tandis que le statut de réfugié, c'est un statut mondial aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas en 1951, c'était limité aux Européens, mais ça s'est étendu progressivement au monde entier. Donc il y a un statut universel du réfugié, il y a un statut national ou régional, par exemple pour l'Europe, mais pas seulement pour l'Europe, du migrant. Donc c'est deux choses différentes. Sauf que pour les déplacés environnementaux, on entre dans le cœur de la complexité. C'est quelqu'un qui est envahi par la sécheresse. Est-ce qu'il est forcé ou volontaire? Donc ça, c'est un sujet très compliqué. S'il arrive à faire la preuve que dans son pays, aucun des responsables politiques ne fait quelque chose pour endiguer la catastrophe qui va arriver,
il peut éventuellement plaider. Moi, j'en ai rencontré un seul dans ma vie professionnelle, qui est maintenant très longue, qui a eu le statut de déplacé environnemental, qui venait de Mauritanie, qui était un berger, parce qu'il a réussi à montrer que dans sa région, rien n'était fait pour endiguer la catastrophe environnementale, qu'il ne pouvait plus exercer son métier. Donc, il était persécuté. Voilà, oui, il a eu par le LOFPRA français. Un seul cas. Hein. Et donc, il a eu le statut de réfugié parce qu'il était considéré comme persécuté, étant berger dans un environnement où rien n'était fait pour endiguer la catastrophe. Donc ça, mais c'est un cas exceptionnel. Dans l'ensemble, on dit c'est des gens qui décident de partir parce que chez eux, ils ne peuvent plus vivre chez eux. Mais je vais vous donner 2-3 exemples rapides. Les gens des îles de Tuvalu, qui sont à l'autre bout de la planète, à côté des Fidji, ils ont le niveau de la mer qui monte chaque année. Ils sont 16 000 habitants. Ils ont commencé à diminuer une politique très stricte de planning familial depuis le début du XXe siècle, parce qu'ils savent que leur île est menacée et menacée de disparaître. L'État lui-même va disparaître et certains ont commencé à négocier de pouvoir aller, ce qu'ils ont commencé à faire en Nouvelle-Zélande, etc. Est-ce que c'est des gens qui sont forcés ou volontaires? Donc le débat se pose. Les gens du Bangladesh dont on a parlé, qui sont dans le delta du Gange, qui débordent régulièrement avec des coulées de boue, des milliers de gens, c'est très loin, donc personne s'y préoccupe, sauf quand ils regardent ça à la télévision. Et donc ces gens-là, est-ce qu'ils sont forcés ou volontaires de partir, essayer leur chance au nord du pays, qui est un peu moins menacé par les eaux du Gange et du Brahmapoutre? Donc ça se discute. Et c'est vrai pour les gens des Maldives, etc. Donc, pour ces déplacés environnementaux, il y a toute une remise en cause de la définition précisément de la frontière entre le migrant volontaire et le réfugié forcé, qui est totalement floue dans cette catégorie nouvelle de personnes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour l'instant, ils n'ont pas de statut. Et les grands experts ont dit, eh bien, on leur donnera un statut régional. Je pense qu'on peut attendre longtemps un statut régional de protection dans des régions comme celle du Sahel, alors que les gens qui ont la chance d'être déplacés par d'autres catastrophes naturelles en Europe, par exemple, il y a les polders des Pays-Bas, il y a les îles Héligen, auront sans doute une protection si jamais les choses tournent à la catastrophe. Donc là, les inégalités, elles vont se perpétuer. D'ailleurs, vous disiez à quel point, c'était vous, Cécile aussi, sur les millions de réfugiés climatiques potentiels, seulement une petite partie seront de fait migrants internationaux. Et on avait cette étude, je pense que vous l'avez vu passer, là, de l'Université de Columbia à New York, qui nous disait que, donc évidemment c'est très dur à quantifier, hein, mais en se basant sur les scénarios du GIEC, qu'avec une augmentation des températures de 4 à 5 degrés en 2100, donc qui est plutôt la tendance actuelle, on aurait une augmentation des demandes d'asile, donc pas des migrations en général, mais des demandes d'asile en Europe de presque 200%. Et en revanche, si le réchauffement climatique est contenu à 2 degrés, ce qui est l'enjeu de la COP21 par exemple, on n'aura qu'une augmentation de 28% des demandes d'asile en Europe sur ces thématiques-là. Donc, exit guerre en Syrie, hein, c'était des études faites avant. C'était juste une petite incise. Est-ce que vous voulez réagir ou on prend une autre question peut-être? Oui, bonjour. C'était donc une question sur un continent dont on n'a pas parlé, l'Amérique latine, où j'ai eu le plaisir de vivre assez longtemps. Donc, il y a aussi la déforestation du poumon de l'humanité, la forêt amazonienne, qui est une crise majeure. Et je voulais parler des entreprises françaises, comme Perenco, qui est franco-anglaise, qui est présente au Guatemala, au Pérou. Et ces entreprises-là, en général, s'achètent des fondations, font beaucoup de communication dans notre pays ou en Europe. Et sur place, en fait, il y a eu des drames totaux avec les populations autochtones, au Guatemala, surtout Laguna del Tigre. Vous pouvez regarder tout ce qu'a fait cette entreprise, mais malgré tout, avec des pressions sur leur gouvernement ou avec de l'argent bien placé, ils ont pu continuer leur travail. Donc, en plus des politiques générales, en plus de tout ce que peut faire chaque personne, qu'est-ce qu'on doit faire contre ces entreprises ou qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elles puissent réagir? En France, elles n'ont pas le même comportement, mais dès qu'elles sont dans des pays du Sud, elles se frottent les mains et ferment facilement les yeux sur tout ce thème écologique. Et une autre petite question par ailleurs,
En Afrique, maintenant, c'est la Chine qui est très présente, qui investit massivement, qui devient vraiment, qui est en train de contrôler le jeu économique et politique, qui ferme les yeux de leur côté sur la diplomatie. Est-ce que ça peut être aussi un risque au niveau écologique pour l'Afrique? Merci. Question sur l'impunité des multinationales notamment. Je pense que c'est plutôt pour Oxfam, à moins que vous vouliez, Cécile. Oui, nous, on travaille beaucoup sur la dimension économique de la lutte contre les inégalités et contre le dérèglement climatique. Et il est certain qu'un certain nombre d'entreprises, que ce soit dans le secteur de l'énergie, que ce soit dans le secteur des services vitaux, que ce soit évidemment dans le secteur agricole ou d'exploitation des ressources naturelles, ont des comportements qui sont des comportements de prédation. J'en parlais vis-à-vis de l'Afrique. C'est pour ça que la question de réponse, elle est double. Elle est de faire la transparence sur un certain nombre de ces activités. Elle est de rendre les choses connues et les choses connues en France. Elle est aussi d'encadrer et de réfléchir aux méthodes de pilotage et de gouvernance de ces entreprises. Nous défendons, dans le cadre de la loi qui va venir en discussion, que les salariés prennent une part bien plus importante dans les conseils d'administration. Et que les dividendes et les distributions de dividendes, on a sorti un rapport en février qui a fait beaucoup de bruit sur la distribution des dividendes des entreprises du CAC 40. Quand la logique de l'entreprise, c'est pas sa pérennité dans la durée, mais c'est de gagner le plus d'argent le plus vite possible, elle est encore davantage tentée d'avoir des pratiques qui sont des pratiques sans avenir dans la durée. Donc c'est pour ça que, au-delà de la publicité, je connais pas précisément le cas dont vous parlez. Je sais très bien ce qui se passe vis-à-vis des forêts primaires. C'est le cas, vous l'avez dit, en Amérique du Sud, mais c'est aussi le cas dans l'Est de l'Europe, où des forêts, que ce soit en Russie, en Ukraine ou même en Pologne, sont vulnérables et en tout cas font l'objet de convoitises. Il y a une question de transparence dans le pilotage de ces entreprises, parce que ce sont souvent des entreprises qui ne sont pas des entreprises des pays en question, mais des entreprises étrangères. Vous avez raison de le dire, parfois des entreprises françaises. Et donc le changement du mode de gouvernance, l'encadrement des dividendes, c'est aussi de changer l'état d'esprit et la logique de fonctionnement économique de l'entreprise. Une vaste question justement au lendemain de l'annonce de François de Rugy qui va continuer ce projet de mine d'or en Guyane, dont vous avez sans doute entendu parler. Oui. Alors effectivement, un des grands dangers de la forte présence de la Chine en Afrique en termes écologiques, c'est surtout la pêche, la surpêche. Parce que ça prive non seulement les Africains de l'accès à leur métier. Pour ce qui est des pêcheurs, certains se transforment en passeurs puisqu'ils ont des bateaux. Donc ça, c'est un premier risque, ceux qui notamment pêchent sur l'Atlantique. Et d'autre part, ça prive le pays de ses ressources qu'ils pouvaient éventuellement commercialiser. C'est le cas notamment du Sénégal et de tous ces pays qui ont une côte atlantique. Donc là, il y a un vrai risque. Et pourquoi la Chine pêche autant en Afrique? Parce que c'est la pêche, le poisson est quelque chose de très consommé en Chine, et donc ils sont dépendants des ressources qu'ils trouvent ailleurs en termes de pêche, effectivement. Les flottes européennes aussi ont une large responsabilité dans la destruction des océans africains. Alors peut-être on va prendre une nouvelle question d'une femme, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. J'ai une question concernant l'aide au développement, parce que c'est un thème qui a été abordé à plusieurs reprises. J'aimerais savoir quelle forme doit prendre l'aide au développement, sachant que l'aide au développement, ça peut aussi être considéré comme le maintien d'une certaine dépendance des pays du Sud vis-à-vis des pays du Nord, voire l'imposition de concepts comme par exemple le développement durable. On peut considérer que c'est un concept qui a été inventé, un concept occidental, et qui pourrait être utilisé aussi à d'autres fins, voire à une aide au développement conditionnée. Donc voilà, ma question, c'est quelle forme doit prendre l'aide au développement, de façon à ce que ce ne soit pas une relation à unisens, quoi. Donc voilà, merci. Alors, je voudrais surtout dire une chose, parce que c'est un débat qui est très souvent relié aux thématiques des migrations depuis très longtemps, depuis 30 ans. Certains disent il n'y a qu'à développer au sud pour éviter les migrations. Et même beaucoup de sommets récents
qui ont eu lieu l'année dernière, etc., et cette année sur les migrations en Méditerranée, concluent il faut plus d'aide au développement. Alors l'aide au développement, c'est très bien, après on peut discuter des modalités. Certains ont eu des conséquences catastrophiques de déstabilisation de certaines régions par rapport à d'autres, mais si j'ai le temps, j'en parlerai, notamment pour l'économie du café en Amérique latine par rapport au Vietnam, mais c'est un autre sujet qui fait quitter l'Amérique centrale aux centra-américains qui ne sont plus en possibilité de concurrencer le prix de la main-d'œuvre avec celle de l'Asie du Sud-Est, où les grandes organisations comme la Banque mondiale et le FMI ont encouragé la production en masse de café. Donc c'est une des raisons de la grande fuite vers les États-Unis et le Mexique, mais c'est un autre sujet. Mais surtout, je crois qu'il faut bien sûr avoir toujours en ligne de mire l'aide au développement, mais il ne faut pas croire que c'est une alternative aux migrations. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, d'ailleurs, l'OCDE avait déjà fait un rapport là-dessus en 1994 qui disait c'est deux choses différentes. L'aide au développement, c'est très bien, mais il ne faut pas croire que ça va diminuer la migration, parce que plus il y a de développement, plus il y a de gens qui vont vouloir bouger. On a dit que les déplacés environnementaux, ils se déplaçaient dans leur pays. Essentiellement, ils ne vont pas tellement plus loin, ils sont très pauvres. Donc, plus il y a de développement, plus il y a de migration, parce que plus les gens concernés nous ressemblent. Nous, on est très mobiles. Et plus il y a de migration, plus il y a de développement, parce que les migrations, ça correspond à 460 milliards de dollars annuels de transfert de fonds. Donc, c'est de l'aide qui va aux familles, qui va aux villages, aux régions de départ. Et finalement, cette aide au développement, cette contribution avec les transferts de fonds, c'est 3 fois l'aide publique au développement. Donc il faut, je pense, continuer à réfléchir sur l'aide au développement, mais il ne faut pas croire que c'est une alternative à la migration. Ça fonctionne en même temps. Oui, juste un ajout. Je ne suis pas du tout spécialiste de ces systèmes de financement. Simplement, je peux témoigner que lors de la COP 21 et puis des COP suivantes, autour de la délégation bangladaise en particulier, il y a eu un grand débat pour essayer de mettre en place donc, des systèmes de financement pour les pertes et dommages. Donc en amont, en aval, parce que c'est vrai qu'il y a des secours d'urgence qui se mettent en place lorsqu'il y a une catastrophe, mais en amont, en aval. On parlait tout à l'heure des cyclones, du typhon qui a fait relativement peu de victimes au Japon, là, parce que justement c'est un pays qui a des moyens pour se protéger, pour se préparer par rapport aux risques. On peut reprendre même l'exemple du Bangladesh, le cyclone de Bola, c'est plus de 500 000 victimes. Or, il y a eu un cyclone plus récemment, c'est en 2007, Cider, qui a été plus violent que celui de Bola en 1970 et qui a fait beaucoup trop de victimes, évidemment. Je crois que c'est plus de 3000, mais beaucoup moins déjà, parce qu'entre-temps, il y a eu justement des investissements sur les digues, sur les abris anticyclones, etc. Et ce que réclament justement tous ces pays particulièrement exposés, c'est d'être aidés en amont et en aval, parce qu'effectivement, il y a des victimes simples et directes, mais il y a aussi les dégradations des terres, et donc tout ce qui va infuser à plus longue échéance sur l'instabilité des populations. Oui, on peut avoir un débat sur la nature de l'aide au développement. Et d'ailleurs, Oxfam est, je pense, parmi les organisations qui sont les plus engagées sur ce sujet. Il y a deux choses, il y a le volume et il y a la nature. Et au sein de la nature, c'est-à-dire subvention ou prêt, il y a quelle destination? Atténuation ou adaptation. Le volume de l'aide au développement, il est encore insuffisant. Est-ce que c'est une dimension néocoloniale, l'aide au développement? Je ne crois pas, à partir du moment où c'est une réelle aide. Elle est attendue par les pays du Sud, et donc où c'est une aide qui est donnée sans condition. Tout le monde a dans la tête que le fait que l'aide au développement est parfois utilisée comme un élément de, on va dire, de diplomatie, voire de diplomatie entre guillemets économique. Donc il est clair pour nous que la question de la gouvernance de cette aide, la manière dont elle est décidée doit être beaucoup plus transparente et doit aller beaucoup plus aux pays les plus vulnérables. Et aujourd'hui, nous sommes très en retard. Mais en revanche, son utilité, et je suis contente de parler après vous deux, elle est démontrée. Il y a un certain nombre de projets qui n'auraient pas pu voir le jour sans l'aide internationale. Et c'est tout à fait logique, normal, cohérent et naturel de la mettre en œuvre et de l'augmenter. Aujourd'hui, on n'est pas du tout au niveau des accords qui ont été donnés par le Fonds vert avec 100 milliards de dollars US. Je vous renvoie sur ce rapport qui est en ligne sur le site oxfamfrance.org qui vous démontrera, qui démontre la réalité entre ce qui avait été promis et ce qui a été réalisé, mais plus largement, ce qui est
ce qui souffre discussion en France, c'est un niveau élevé de prêts par rapport à un niveau de subvention qui est faible. Aujourd'hui, on est à 6,7% de dons en pourcentage de l'aide au développement total, ce qui est très faible, alors que les prêts mettent parfois les pays dans une situation difficile, ce sont des prêts donc qui doivent être remboursés. Sur la question du modèle et des choix d'affectation de ces aides, aujourd'hui, les pays du Sud, peut-être parce qu'ils vivent encore plus douloureusement que nous les conséquences du dérèglement climatique, ne sont pas dans la logique de reproduire les erreurs des pays du Nord, pour beaucoup d'entre eux. Donc la question, c'est aussi celle du transfert de technologie, c'est aussi celle de la capacité à financer des projets qui sont des projets innovants et qui répondent aux problématiques actuelles. C'est aussi de travailler avec des modèles qui peuvent être modernes, ce qui ne veut pas dire forcément technologique, typiquement de travailler sur les semences ou retrouver des semences anciennes ou aller chercher des semences qui sont issues d'autres pays, plus adaptées à la culture dans des pays qui sont devenus plus secs ou plus arides ou avec une amplitude de température nocturne, diurne plus importante et qui affectent l'agriculture. Tout ça, ça fait partie de l'aide au développement. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elle est utile? Oui. Est-ce qu'elle peut être améliorée? Encore plus, oui. La demande qui est la plus importante de la part d'Oxfam, c'est la question de la taxe sur les transactions financières et de son affectation. La taxe sur les transactions financières, c'est un outil doublement bénéfique, puisqu'il pèse sur un système financiarisé qui, là aussi, souffre discussion, et qu'il est attribué, c'est notre demande, intégralement à l'aide au développement, et en particulier à l'aide au développement des pays les plus vulnérables. Donc aujourd'hui en France, et on sera vigilant encore lors du prochain débat de la loi de finances, nous souhaitons l'affectation totale de la taxe sur les transactions financières françaises au financement de l'aide au développement. Mais il faut aussi que la position de la France évolue, puisque la France a contribué, malgré les déclarations du président de la République, à bloquer l'adoption d'une taxe sur les transactions financières au niveau européen, qui serait en mesure de produire 22 milliards d'euros, ce qui est quand même considérable et ce qui serait un effet de levier là aussi considérable. Donc sur ces questions-là, je parlais de mobilisation citoyenne. Honnêtement, sur l'interpellation des députés français, sur la poursuite de l'engagement pour ce combat, il y a plein de choses à faire ici et maintenant. Merci. Alors, l'heure tourne. Je vous propose de prendre une dernière question. Je suis désolé pour les autres. Oui, bonjour. Déjà, merci pour vos interventions. C'était très intéressant et ça laisse beaucoup de questions qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder. Mais je voulais poser une question. Vous avez parlé à un moment comme quoi on avait la technique pour passer à une transition énergétique, mais a-t-on réellement les ressources quand on sait que, par exemple, les pics d'extraction des métaux lourds, pour la plupart, ont été atteints il y a quelques années, certains vont être atteints dans les années qui suivent, que des études montrent que dans moins de 10 ans, on n'aura pas les ressources pour, par exemple, créer un écran LCD qui est comme on peut le créer actuellement. Donc, a-t-on réellement la technologie, enfin, les moyens de créer une technologie ou les techniques pour pouvoir faire face à justement les changements climatiques qui arrivent. Sur ce point, si je peux me permettre, en fait, on a aussi une évolution technologique. Par exemple, maintenant sur le solaire, on a des panneaux solaires qui sont complètement organiques et donc sans terres rares. Il faut aussi, c'est une question qui est centrale. Il faut aussi prendre en compte des nouvelles sources de ressources, qui sont notamment les déchets, par exemple. La circularisation de l'économie pourrait être une très bonne source d'approvisionnement, notamment en métaux rares. Est-ce que quelqu'un veut rajouter? Effectivement, il y a longtemps, ce n'est pas du tout mon domaine de spécialité, mais j'aurais juste dire que pour l'instant, les ressources hydrauliques, par exemple, et éoliennes, c'est simplement 20% de la production d'énergie en France. Donc il y a sans doute des progrès technologiques à faire sur ce registre-là, mais ce n'est pas non plus révolutionnaire encore pour produire de l'énergie. Alors on verra pour l'énergie solaire, mais qui se développe beaucoup, effectivement, avec des techniques plus performantes, mais on a encore beaucoup de progrès à faire pour essayer de contribuer à produire de l'énergie propre. Et sans oublier que la première source d'énergie renouvelable, c'est bien celle qui n'est pas produite, les fameux négawatts. Donc voilà, atteignons déjà notre consommation. Juste pour préciser aussi qu'on a un centre d'expérimentation sur notre fleuve d'hydroliennes, de petites unités mobiles qui pourraient répondre à des solutions locales. Bon, voilà. Oui.
En fait, bien sûr que le modèle tel qu'il est, c'est un modèle limité. C'est un modèle qui aura consommé des ressources naturelles qui ont mis des dizaines de milliards d'années à se constituer, je pense au pétrole, en 200-250 ans. Donc, de toute façon, ce modèle-là n'est pas tenable. Ce qui est intéressant quand même, c'est que ça n'est pas un problème pour la planète. La planète, elle en a vu d'autres à l'échelle de son existence. C'est un problème pour l'humanité. Et c'est que le modèle de développement actuel de notre humanité n'est pas durable compte tenu des ressources limitées de la planète sur laquelle nous vivons. En fait, l'équation, finalement, elle est très simple. Est-ce que nous avons les ressources techniques et cognitives pour penser un autre modèle? Oui, la réponse est oui. Quand je dis ça, y compris en matière énergétique, aujourd'hui, le scénario d'une France autonome en énergie renouvelable, il existe, il a été publié par Negawatt, et quand je dis le problème est politique, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode fantasque, où finalement c'est l'ADEME qui a travaillé sur ce scénario, donc un scénario de France totalement souveraine sur un plan énergétique, 100% énergie renouvelable, avec évidemment une politique d'économie d'énergie importante, et l'ADEME a été interdite de publier ce scénario. Alors évidemment, quand ça s'est su, finalement, le scénario est sorti, mais parce que la volonté politique, c'est de dire, ah ben non, hors du nucléaire, on ne peut pas s'en sortir. Parce que, pour plein de raisons, hein, parce que la France doit vendre cette industrie, parce que... Mais quand je disais la question clé, c'est la question de la décision, elle l'est aussi sur ces sujets-là. En matière agricole, aujourd'hui, il y a beaucoup d'expériences qui montrent la capacité à produire, parfois même autant, même un peu moins, mais dans de meilleures conditions, sans une intensification de la technique. La question de la souveraineté alimentaire, elle est aujourd'hui absolument décisive, mais ce qu'on sait, c'est qu'à l'échelle de la planète, mais en particulier dans les pays européens, la dégradation des sols est massive. Quand je dis la dégradation des sols, c'est qu'on a un substrat, mais qui n'est plus vivant. Et ce qui faisait la force, et ce qui fait la force d'un sol, c'est le mélange entre les matières organiques, les matières minérales et la vie qui s'y trouve, notamment les vers de terre. Et donc, vous pouvez avoir aujourd'hui des substrats morts, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie dans ces sols et qui font pousser des plantes uniquement avec des intrants chimiques. Mais ça n'est pas non plus très durable. Donc, on voit bien qu'en fait, ces solutions, elles existent. Qu'on peut résister à des invasions d'insectes dits ravageurs par la construction, enfin la plantation de haies dans lequel il y a un certain nombre de prédateurs de ces insectes. Je pense aux limaces et aux hérissons. Et donc, la crise de la biodiversité, la perte massive des espèces, des oiseaux, a aussi un impact sur la manière dont on cultive, sur la fragilisation du système. Donc ce qui est très intéressant, c'est que si on pense autrement et autrement globalement, les solutions, elles s'emboîtent les unes les autres. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de solution, y compris technique. Aujourd'hui, il n'y a aucun sujet sur lequel le dérèglement climatique est avéré, ou sur ces causes-là, sur lesquelles on n'a pas au moins des pistes très solides pour y répondre, que ce soit sur la question des transports. Je vais vous donner un exemple, c'est l'aviation. Donc aujourd'hui, on a quand même un problème massif, c'est ces avions qui circulent avec du pétrole qui est brûlé, des millions de tonnes chaque heure, qui en plus n'est pas taxé. Il y a aujourd'hui une expérience d'un avion solaire. Donc quand vous regardez un Boeing 747 et Solar Impulse, vous vous dites, ah bah ouais, mais ça va jamais marcher. Donc je vous invite à regarder le premier avion qui a volé, celui de Blériot, si je ne me trompe pas, le premier qui a traversé l'Atlantique. Blériot, c'est ça? Ou la Manche? La Manche? Ok. C'était quasiment des ailes en papier. Donc quand on a vu cet avion, je pense que si on avait dit un jour, vous mettrez dedans 850 personnes, c'est ça qu'on met dans un 747? Je ne suis pas très bonne sur ces chiffres-là. On aurait rigolé. Bah, c'est à peu près la même histoire. Donc ça ne veut pas dire qu'un jour qu'on aura exactement la même chose avec d'autres types de technologies, mais ça veut dire que ce modèle alternatif, il est déjà dans les tiroirs, dans les cartons, mais ce qui manque, c'est de tourner les clés qui permettent ce changement. Et juste, ce sera la fin de mon intervention. C'est compliqué, parce que ça nécessite à nous, chacun d'entre nous, de penser notre vie différemment aussi. C'est difficile, mais c'est pour ça que là où Nicolas Hulot aussi avait raison, c'est qu'il faut cette maturation de la société. Donc il faut des lieux où la société réfléchit, se projette, pense la suite et lève cette espèce de frilosité qui est le terreau sur lequel ceux dont les intérêts à court terme sont de continuer à piller la planète prospèrent. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci à vous et puis bonne continuation dans ce cycle de conférences Climex.